3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? En ce mercredi, vous avez l'habitude, ce jour synonyme des best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Mais avant de vous parler de ça, et du sujet du jour, qui concernera mes unpopular opinions pour la saison 2022-2023, il faut que je vous parle du sponsor du jour, TheBet. TheBet, si vous ne les connaissez pas encore, c'est un site de paris sportifs qui monte super fort, notamment avec la présence d'Omar Da Fonseca en tant qu'ambassadeur numéro 1. Ça déjà, ça montre leur sérieux, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas trop hésité quand ils m'ont proposé à mon tour de devenir ambassadeur, une vraie fierté. Mais ce qui est encore plus cool si vous vous inscrivez sur TheBet, c'est qu'avec le code promo le 6ème homme, qui permettra de confirmer que vous venez bien de ma part, vous pourrez doubler votre premier dépôt, jusqu'à 100€. En résumé, en vous inscrivant et en faisant votre premier dépôt avec le code promo 6ème homme, vous pouvez gagner jusqu'à 100€ en free bets. C'est simple, mais ça peut s'avérer rapidement rentable. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, les prédictions, les paris, ça va très bien aller avec notre sujet Unpopular Opinions du jour. Je vous rappelle par contre, et c'est essentiel, si vous avez moins de 18 ans, les paris c'est complètement interdit pour vous, et même si vous êtes majeur, il est important de se remémorer de ne parier que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Alors maintenant que vous avez bien ça en tête, je vous invite à aller faire un tour sur TheBet, un bet de site pour parier et se faire kiffer. Yeah baby. Vous retrouverez bien entendu toutes les infos directes dans la descro pour tout ce qui concerne le site TheBet. Mais bref, revenons à notre sujet du jour et à mes pronostics qui n'ont que peu de chances d'arriver, mais auquel je crois un petit peu. De toute façon, je vous explique le concept juste après. Alors pour mes grosses cotes, on ne perd pas plus de temps et c'est parti pour mes unpopular opinions de la saison 2022-2023. Aujourd'hui, on va partir sur un truc que les habitués connaissent bien, vu que ça fait 3 ans que je fais ça maintenant en début de saison, mais unpopular opinions. Bon, par contre, c'est vrai que même si ça fait 3 ans que je le fais, je le vois souvent dans les commentaires, le concept est toujours assez mal compris, et c'est pour ça que je vais prendre, alors non, je vais pas prendre beaucoup de temps pour le rappeler, mais je vais rappeler quand même les bases, et sachez qu'ici, il va pas forcément s'agir de vous livrer des pronostics qui, je pense, vont arriver à coup sûr. En fait, c'est même le contraire, parce que l'idée, ça va être d'essayer de prendre des trucs qui sont peu prévisibles, j'ai tenté en tout cas, vous verrez, il y en a qui sont plus prévisibles que d'autres, clairement, mais parce que je voulais que ce soit réaliste aussi, mais de me dire que dans ces choses-là, il y a quand même un monde, voire 2 mondes, voire 3 mondes pour certaines des prédictions, dans lesquels ça pourrait arriver, même s'il y a d'autres prédictions où il y a peu de chances que ça arrive, vraiment ça je le répète. Mais en gros, ouais, il s'agit comme si on pariait et que c'était des très grosses cotes, des trucs qu'on voulait tenter, parce qu'on sait que si ça réussissait, on ferait au moins x3, voire x4, x5, x6, voire pire. En gros, ouais, c'est ça, c'est mes grosses cotes, voire mes très grosses cotes à certains moments, et si j'en parle aujourd'hui, c'est clairement pas que j'y crois à 100%, même si je vais tenter de me montrer convaincant, mais que j'y crois, disons, de 10 à 20, voire 25%, il me semble, pour certaines, parce que je me suis amusé à mettre des chiffres à chaque fois. Et en fait, ça j'aime bien, parce que je suis un malin, et pour moi, c'est le rôle facile. En fait, si mes prédictions en fin d'année, elles ont pas lieu, je pourrais vous dire, rappelez-vous, de toute façon, c'était des unpopular opinions, des trucs que je disais peu probables, donc j'y croyais pas vraiment. Si j'en parlais, c'est que si je les ai mis là, c'est que j'y croyais pas trop. Mais par contre, si ça a lieu, je pourrais venir parader et dire que j'ai été le premier à le dire. Donc en fait, j'ai tout à y gagner dans une vidéo comme ça. Mais bon, vous inquiétez pas, promis, c'est pas mon genre, je reviendrai pas parader si c'est le cas, c'est pas le but ici. Non, moi je préfère vraiment qu'on essaye de se concentrer sérieusement sur ces pronostics qui me semblent plutôt inattendus, et ça c'est un principe que j'aime bien faire en live et que je trouve super intéressant, même à rediffuser sur YouTube, et tous ces pronostics, toutes ces choses qu'on soupçonne peu, ou qu'on soupçonne un peu, mais pas à plus de 50% en tout cas, qui potentiellement pourraient avoir lieu cette saison en NBA. Et donc au final, ça va peut-être aller dans le chat, peut-être même dans les commentaires sur YouTube, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord et que je suis fou, et bien ce sera normal et je serai content, ça voudra dire que j'ai bien trouvé des choses qui sont impopulaires, des pronostics qui ont peu de chances d'arriver, et ça voudra dire qu'on est bien dans le thème d'aujourd'hui avec le Unpopular Opinions. Ma première unpopular opinion concerne un Français, Killian Hayes, qui, on va pas mâcher nos mots, patauge un petit peu depuis qu'il a été drafté avec le choix numéro 7 en 2020. C'était en 2020, ouais. Et là, je vois beaucoup de monde qui est déjà fataliste avec lui. Et vraiment, ça, je peux le comprendre. Parce que Killian Hayes, ça a beau être un bon gars qui se donne, qui a un bon sens de la passe, qui défend bien, mais en contrepartie, quand il est sur le terrain, pour ce qui est de l'agressivité en attaque et surtout de l'adresse au shoot, on a notre cher Killian qui est souvent aux abonnés absents. Et ça, c'est embêtant.
Parce que moi là, on est en plein dans la dernière ligne droite pour atteindre les 50K sur YouTube et je veux qu'ils soient présents les abonnés, pas absents. Donc go cliquer sur le bouton rouge si c'est pas fait. Mais ouais, il fallait bien que je profite de cette occasion et de cette expression pour forcer un peu. Mais si on revient à Killian Hayes, l'arrière des Pistons, moins de 7 points par match depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est pas fou. Et le problème en plus, c'est que Détroit s'est vachement renforcé à son poste ces 2 dernières années avec les arrivées de Cade Cunningham et de Jaden Ivey, 2 jeunes prometteurs qui ont sûrement plus de potentiel et même déjà plus de niveau que lui. Et ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant qu'il y a cet effectif-là chez les Pistons, de la place pour briller, Killian, il en a pas beaucoup, et voire pas du tout. Et ça me laisse penser que cette prédiction qui va pouvoir enfin faire ses preuves est clairement impopulaire. Comme quoi, les choses vont vite en NBA. Parce que ouais, quand Killian s'est fait drafter à l'époque, il y a 2 ans, il était promis à un bel avenir, il devait s'afficher comme l'un des meilleurs arrières de sa QV, en tout cas c'est ce qu'on attendait de sa part, c'est ce que les Pistons espéraient je pense quand ils l'ont choisi en 7. Et aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui croit plus en lui. Tout ça montre à mon avis que c'est impopulaire, on vérifiera ça après. Mais voir que depuis sa draft, il tourne à peine à 37% de réussite au tir, ça aide pas. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est que le français n'a toujours pas trouvé le bon rythme en NBA. On pourrait même se demander s'il est pas totalement en train de perdre confiance avec ses minutes qui baissent, et ça c'est plutôt flippant. Depuis le début de la saison, là, ça fait que 3 matchs, mais il est à 17% au tir, c'est complètement catastrophique, et est-ce que la confiance est pas en train de s'envoler ? On se demande, en tout cas c'est l'impression que ça donne. N'empêche que si je parle de lui aujourd'hui, c'est que malgré tout ce que je viens de dire, et que même si je pense que pour lui c'est sûrement un petit peu la saison ou jamais, je me dis que désormais, il va avoir une petite chance. Aujourd'hui son rôle est défini, ce sera le 6e homme, en tout cas il sera remplaçant, même s'il n'est pas le 6e homme et celui qui a le plus de minutes en sortie de banc, il sera remplaçant, et on sait ce que l'on attend de lui. Les fans savent ce qu'on attend de lui, le Dwayne Casey sait ce qu'il veut attendre de lui, et surtout Killian sait ce qui sera attendu de sa part. Maintenant, ça se voit, au sein de la seconde unit, il a quartier libre pour shooter, que ça rentre ou non, et surtout, son objectif, ça va être de remplir toutes les colonnes statistiques, notamment les soirs de maladresse, et ça, il peut le faire. Et ça, j'ai trouvé que même malgré son adresse toute pourrie depuis le début de la saison, son premier match face à Orlando, c'était un bon exemple. Ok, il a été complètement catastrophique au tir avec un 1 sur 9, ça c'est pas loin d'être rédhibitoire et inacceptable, mais en parallèle, il a pris 5 rebonds, il a délivré 5 passes décisives, et il a défendu très très fort, en s'offrant même 3 interceptions et 1 contre. Cette intensité, elle suffira pas, j'en attends bien plus que lui, que juste de l'intensité et des chiffres défensifs ou des chiffres au rebond et au pass, ça suffira pas pour que je sois satisfait, mais je suis assez persuadé qu'elle peut plaire à un coach comme Dwayne Casey, et ça pourrait l'emmener à avoir du temps de jeu et le permettre et l'aider de retrouver sa confiance peu à peu. En tout cas, c'est ce que j'imagine et ce que je peux espérer. Dans son rôle de 6e homme en plus, ou en tout cas dans son rôle de remplaçant, à mon avis, il sera aussi pas mal amené à jouer avec les titulaires. Et parce que ça va être son but. Kylian, il va pas jouer qu'avec la seconde unit. Ce sera peut-être le premier remplaçant soit de Cade Cunningham, soit de Jaden Ivey quand il va sortir. Et c'est un petit peu ce qu'on voit sur les rotations des Pistons depuis le début de la saison. Et ce que j'aime bien, c'est que quand il joue avec les titulaires, il peut se retrouver avec beaucoup d'espace entre Bojan Bogdanovic qui shoot de loin, Saddiq Bey qui shoot aussi beaucoup de loin, ou des gars comme on vient de dire, comme Cade Cunningham ou Jaden Ivey qui eux attirent énormément les défenses. Et ce qu'on se dit, c'est que les adversaires devraient être pas mal occupés face aux Pistons et laisser des trous pour Killian Hayes. Donc à lui de profiter de ces espaces, à lui de profiter de ces trous pour aussi attaquer le cercle comme il sait le faire et pas se cantonner qu'à des shoots à 3 points. Ça c'est ce qu'on attend de sa part. À mon avis, ce sera le meilleur moyen de reprendre confiance, d'attaquer le cercle, de provoquer des fautes, d'aller chercher quelques points sur la ligne des lancers francs et surtout qu'il fasse preuve de cette agressivité pour tenter également au fur et à mesure de retrouver son jeu et de remplir aussi la colonne des points. En tout cas, c'est ce que j'attends de la part de Killian Hayes. Donc je dis pas que tous les voyants sont au vert pour qu'il perce enfin, loin de là, mais désormais, dans un rôle qui semble taillé pour lui en tout cas, et dans un rôle qu'il connaît, je pense quand même que potentiellement il peut profiter du contexte pour faire au moins un minimum ses preuves et voilà, même si j'y crois pas à fond, je mets au moins 10-15% pour la réalisation de ce pronostic que j'imagine peu probable. Donc tout va bien, pour Killian Hayes, vous pensez bien que cette opinion n'est pas populaire parce que vous pensez à 67% que ça ne va pas arriver. Après c'est vrai qu'il y avait eu un gros débat, j'ai vu dans le chat, sur qu'est-ce que ça voulait dire selon moi faire ses preuves. Peut-être que j'en ai pas assez parlé, mais que vous le sachiez, de toute façon je l'avais dit avant le vote, pour moi faire ses preuves aujourd'hui pour Killian Hayes, c'est plus du tout devenir All-Star, mais c'est réussir à se faire une place en NBA sur la durée et à se faire une vraie carrière en NBA, même en tant que remplaçant. Et donc ça, vous n'êtes que 33% à y croire. Beaucoup n'y croient plus à Killian parce que vous dites qu'il n'y a pas de place en NBA pour ceux qui n'arrivent pas à mettre des shoots. Maintenant, à voir. C'est vrai qu'il a taffé cet été, il a refait sa mécanique, en tout cas c'est son objectif numéro 1, ça se sent. Pour moi, il y a quand même encore des chances que ça arrive. Et si vous êtes 33, ça veut dire un tiers à y croire, ça veut dire que c'est
c'est pas mort complètement non plus, et ça peut encore arriver. Peut-être que là justement il galère avec sa nouvelle mécanique de shoot, mais une fois qu'il sera, je sais pas, hein, je dis pas que ça va arriver, c'est vraiment des hypothèses, mais une fois qu'il sera à l'aise avec cette nouvelle mécanique, peut-être que ça peut davantage rentrer. Je dis pas qu'il va passer d'un coup à 45% de réussite à 3 points et 50% au global, mais si déjà il monte à 42-43% et qu'il est plus en confiance à 3 points, s'il continue à être aussi complet, pour moi ça voudra dire qu'il a fait au moins un minimum ses preuves et qu'il peut s'imaginer un futur en NBA. Pour l'instant c'est encore un peu tôt, pour l'instant il l'a pas encore montré sur ce début de saison, mais voilà, ça reste une opinion impopulaire, un pronostic qui a peu de chances d'arriver, mais quand même certains y croient, et donc on va suivre attentivement la saison de Kylian pour voir qu'est-ce que ça peut donner ce pronostic, et moi j'ai hâte de voir, je vais la suivre attentivement cette saison aussi. Alors maintenant, on va parler de la cible préférée des haters, Russell Westbrook. Et là je me dis qu'à un moment ou un autre, et ben c'est ce qu'il y a écrit ici là dans mon petit visuel cinéma avec ce mec qui hue et ce haut-parleur, que à un moment ou un autre il va sortir du banc chez les Lakers. Et si cette prédiction, en fait, je me rends compte, elle est pas si impopulaire que ça chez les analystes, beaucoup en parlent, et plusieurs fois je l'ai vu évoquer, elle l'est je pense dans la réalité, avec un joueur qui visiblement a beaucoup trop d'ego pour accepter un tel rôle. Peut-être pas dans le discours, mais dans les faits, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et ça s'est vu ça en pré-saison, on a un Darvin Ham qui a voulu tester Russ en sortie de banc, et sa réaction a juste été infâme. Il a clairement fait la gueule, alors que c'était que de la pré-saison, il s'est pas montré investi, il a même dû quitter le terrain pour une pseudo-blessure à la cuisse. Alors je sais pas s'il était vraiment blessé ou pas, je veux pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que ça pose question, parce que 5 minutes après son entrée de jeu, on avait l'impression qu'il envoyait limite un message à tout le monde en disant ben voilà ce que ça fait, si vous me mettez sur le banc, regardez, moi je vais pas m'investir. Limite une espèce de blessure d'avertissement. Maintenant peut-être qu'il était vraiment blessé, ça j'en sais rien, c'est pour ça que je veux pas aller trop loin là-dessus, mais ce qui est sûr c'est que ça interpelle, et ça laisse quelques interrogations planer. Et surtout que lui, en interview ensuite, il a mis tout ça sur le dos de son rôle, en mode ça fait 14 ans que je suis dans la ligue en tant que titulaire, là on m'a fait sortir du banc, moi je sais pas comment me préparer et comment m'échauffer quand je sors du banc, donc c'est normal que je me blesse, ça devait limite arriver. Donc moi je trouve quand même que l'excuse est facile, et ça montre en tout cas que ce rôle-là, il a pas du tout l'air prêt à l'accepter. Et ça, moi je pense que cette attitude et cette réaction, désormais, ça peut pousser Darvin Ham à réfléchir à 2 fois avant de le remettre sur le banc. Et à mon avis, sa réaction n'est pas étrangère au fait qu'il ait commencé sa saison en tant que starter. Peut-être que si Russ West avait fait une super match de pré-saison et qu'il s'était montré super investi en sortie de banc, peut-être qu'il aurait commencé la saison en tant que 6e homme. Là, à mon avis, Darvin Ham a dit on va éviter les embrouilles, on va le faire starter et on verra ce que ça dit. Mais du coup maintenant, bon courage à Darvin Ham, parce que on a un Westbrook qui a perdu toute sa cote sur le marché et qui devient complètement intransférable, notamment au vu de son salaire. En parallèle, on a aussi un Westbrook qui visiblement refuse d'aller sur le banc et que visiblement tu dois mettre en tant que titulaire si tu veux qu'il soit investi. Donc comment tu veux faire ? À mon avis, le choix qu'a choisi Ham, c'est tu le laisses titulaire en espérant que comme par magie, son jeu devienne compatible avec celui de LeBron James. Et ça franchement, j'y crois pas, parce qu'on a un LeBron qui en vieillissant monopolise de plus en plus le ballon, qui devient encore plus ball dominant, et d'un autre côté, on a un Westbrook qui, même s'il reste un excellent créateur, peut pas du tout, en tout cas à côté de LeBron, être utilisé dans son rôle préférentiel, dans la mesure où off-ball, avec une adresse compliquée, et encore je pèse mes mots, et peu de mouvements loin de la gonfle, peu de démarquage, il est complètement inutile. Il a besoin de porter la balle, Westbrook, pour briller. Et malheureusement, que ce soit du côté des Lakers ou partout, il n'y a qu'un seul ballon quand on joue un match de basket. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? L'équation, elle est quand même très complexe, et pour ça, je trouve bon courage à Darvin Ham. Mais quoi qu'il en soit, moi, en théorie en tout cas, je suis assez persuadé qu'avec la seconde unit, on pourrait voir un meilleur Westbrook qui s'épanouit plus. Si tu le mets principalement sur le terrain quand LeBron n'est pas là, même si ça lui laisserait quelques miettes, donc il faudrait aussi qu'il joue du temps avec LeBron, mais si tu le mets dans pas mal de moments où LeBron n'est pas là, il pourrait peut-être retrouver son jeu, sa vitesse, son intensité, ses capacités en création, sa confiance aussi. Et il pourrait être cette espèce de quarterback de la seconde unit, le mec qui lance tout le monde, qui arrive à se lancer lui-même aussi. Et ça, je pense que ça pourrait permettre aux Lakers d'avoir tout plein de line-up différents et d'apporter une force à ces Lakers qui pour l'instant pédalent un peu dans la semoule. Du coup, je pense que quoi qu'en pense Russ finalement, quel que soit son ego, il faudra changer son rôle pour le bien de l'équipe. Mais ça, ce sera pas chose facile. Et c'est pour ça, je pense que cette opinion est impopulaire. Parce que chez les fans des Lakers, tout le monde y pense déjà, et chez les analystes, tout le monde y pense déjà à le mettre sur le banc. Certains fans attendent même fort qu'il soit relégué sur le banc, et sans parler de ceux qui annoncent clairement qu'ils veulent qu'il dégage, quoi. Westbrook, plus ça va, et moins il est en odeur de sainteté du côté de Los Angeles. Néanmoins, dans les faits, je trouve que ce sera pas facile pour Darvin Ham de réduire le rôle d'un mec qui a été MVP, qui a été 9 fois All-Star, à un rôle de mec qui sort du banc.
Et au final, je pense, avec le recul, qu'il y a quand même plus de chances que Westbrook reste titulaire. Si Ham, il avait voulu imposer ses choix, je pense qu'il l'aurait pas fait starter lors de l'opening night, et je crois que s'il a pris cette décision, c'est probablement pour éviter les dramas. Et ça, il y a quand même des chances que ce soit la posture qui décide de tenir toute la saison, vu qu'à partir de maintenant, il a en plus dit qu'il voulait établir un 5 majeur stable, pour créer des automatismes qui n'ont pas pu être développés la saison passée. Donc voilà, à mon avis, c'est ça. Darvin Ham, il a fait ce choix. S'il voulait vraiment taper du poing sur la table, il aurait pris cette décision avant. Maintenant, il est dans cette optique où il est un peu coincé, Westbrook fait la gueule, je crois qu'il est un peu obligé dans le 5, et je crois que c'est pas prêt de changer en vrai, même si à mon avis, ça pourrait apporter des bienfaits à tout le monde. Et là, de toute façon, s'il veut créer des automatismes, c'est pas en mettant Westbrook sur le banc qu'il fera ça. S'il croit encore à cette équipe avec Westbrook, LeBron et AD ensemble sur le terrain, alors que, à mon avis, LeBron est presque meilleur avec AD au milieu et 3 autres mecs sur les ailes, ce que Westbrook peut pas faire, eh bien il va falloir qu'il insiste avec ce line-up. Et à mon avis, il a l'air bien parti pour moi. Après, en plus de ça, pour aller dans le sens de Darvin Ham, si tu gardes Westbrook, si tu veux le faire jouer, vaut peut-être mieux un Westbrook titulaire qui va quand même essayer, même s'il donne pas 100% tous les soirs, j'ai l'impression, qu'un Westbrook qui tire la gueule et qui se met en mode je veux tout saboter, même si des fois il peut avoir cette faculté à tout saboter avec des choix un peu particuliers en tant que titulaire. Et là j'en sais rien en vrai, vraiment il a un vrai casse-tête, hein, parce qu'en parallèle, du côté des Lakers, dans les discours en tout cas, et je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie, tout le monde, en tout cas cette année, semble vanter son professionnalisme. Et apparemment tout le monde dit qu'il est prêt à accepter tous les rôles, mais dans les faits on voit pas ça, et moi j'ai de plus en plus de doutes sur son professionnalisme, en tout cas dans cette équipe des Lakers. Je dis pas qu'il pourrait pas rebondir ailleurs, je ne mets pas du tout en doute son niveau, je reste persuadé que c'est un excellent joueur, mais en tout cas dans ce contexte Lakers actuellement, avec cette équipe des Lakers et dans ce rôle là, je pense que ça peut pas fonctionner. Et si tu peux pas le faire changer d'équipe, il faut au moins le faire changer de rôle. Donc voilà, mais là, je crois que Darvin Ham est coincé. Westbrook est titulaire depuis le début de la saison, et c'est pour ça que je pense que le mettre en tant que bencher, en tant que mec qui sort du banc, ça a finalement pas tant de chance que ça d'arriver avec un Ham qui va vouloir développer une alchimie avec ce qu'il a et éviter les problèmes. En tout cas, c'est la posture qu'il semble vouloir tenir. Mais bon, en parallèle, il y a cet autre côté, et si j'étais persuadé que Westbrook reste titulaire, j'en parlerai pas aujourd'hui, je me dis que le gars c'est quand même un coach rookie et il va devoir faire des choix, il va devoir taper du poing sur la table et commencer à s'imposer. Si c'est pas le cas, il va rapidement se faire bouffer, et si ça fonctionne pas et qu'il se fait bouffer, Darvin Ham, ça va être 1 an en tant que head coach, un petit tour et puis s'en va, il aura plus jamais un rôle de tacticien un jour en NBA, donc à lui aussi de s'imposer. Et peut-être que Ham, il va falloir qu'il prenne du recul, qu'il réfléchisse à ce qu'il veut dans sa carrière, et qu'il se dise mince, c'est moi qui dois être le capitaine de ce navire, c'est moi qui dois prendre les décisions, et si j'estime que Westbrook doit sortir du banc, Westbrook devra sortir du banc. Donc je pense qu'il y a une chance pour que dans quelques temps, quand Ham s'apercevra par lui-même que les Lakers ne peuvent pas fonctionner comme tel, Westbrook ira sur le banc, qu'il veuille ou non, quoi. Et c'est lui, je le répète, à lui de s'imposer, à lui de montrer que c'est lui le chef, quoi. Donc s'il prend cette décision, qui est impopulaire, peut-être pas pour les fans, mais au moins pour Russell Westbrook, ma prédiction sera réalisée. Alors pourquoi pas, je vous le dis, on n'en est pas encore là, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu, je pense que Ham va insister avec ça, va encore fuir les dramas pendant un petit moment, mais ça m'empêche pas de penser que cette prédiction peut arriver, allez, disons, à un bon 25% en cours de saison et dans les prochains mois. Ce qu'on voit sur cette opinion, en fait, et je m'y attendais, c'est que pour moi c'était sûrement la plus populaire des prédictions que je vais vous faire aujourd'hui, et finalement elle reste quand même impopulaire parce que c'est à plus de 50% de non. Vous êtes plus de 50% à penser que ça arrivera pas, vous êtes 53% à penser que ça n'arrivera pas. Après la plupart, et vous le dites, Westbrook, de toute façon il va même pas sortir du banc, il va être transféré. Et d'autres, vous me dites, de toute façon Westbrook, le problème c'est pas qu'il commence les matchs, c'est qu'il les finisse. Et donc c'est vrai qu'il y a tout ça à envisager. Un transfert, peut-être que ça peut avoir lieu. C'est vrai que le fait qu'il soit free agent et que ce soit un contrat expirant, ça peut plaire à des équipes qui au bout d'un moment se diront nous on veut tanker, on veut libérer du cap, et on va essayer de finir la saison toute pourrie, quitte à récupérer Westbrook et le cut après. Qui sait, ça ce serait quand même un grand coup de massue pour un ancien MVP de se voir cut, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, à voir ce que les Lakers peuvent recevoir en échange. Et le problème c'est que sa cote est tellement basse que les Lakers, moi je me dis, s'ils le trade, ça va pas vraiment être pour récupérer des assets, ça va vraiment être pour s'en débarrasser. Mais pourquoi pas s'en débarrasser justement pour essayer de signer un Kyrie l'année prochaine, comme ça se dit de temps en temps. Et beaucoup pensent d'ailleurs que c'est une saison de transition du côté des Lakers, où on va attendre tranquillement que Westbrook arrive à la fin de son contrat pour essayer de faire quelque chose l'année suivante. Donc
Pour la plupart d'entre vous, non, il sortira pas du banc, mais il sera trade en cours de saison. À voir ce que les Lakers peuvent donner pour pousser les équipes à justement... Ils vont peut-être falloir qu'ils se séparent d'un pic, mais est-ce que les Lakers sont capables de se séparer d'un pic, sachant qu'il me semble qu'ils peuvent pas en donner avant 2027? Non, tout ça, ça va être même un trade, hein, c'est vraiment compliqué. Et le problème, c'est que sa valeur, enfin, tu peux pas récupérer des assets importants. Est-ce que les Lakers sont prêts à se débarrasser de lui sans recevoir aucun asset? Ça, je suis pas sûr non plus. Donc, à voir. Ce trade, ça reste une possibilité. La sortie de banc, vous y croyez peu. Pour moi, actuellement, en tout cas, ce serait la meilleure solution. Et voilà, ça fait quand même... Et oui, la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le problème, et c'est ce que vous dites. Peut-être que la solution, ça peut être de le laisser titulaire pour pas qu'il fasse la gueule, mais de ne pas le faire jouer pendant le money time. Mais on l'a vu aussi, hein, notamment l'année dernière. On voit qu'il n'apprécie pas à jouer pendant le money time. Et pourtant, on l'a vu contre les Blazers dimanche, prendre son mid-range catastrophique. Après, je trouve que les médias en font beaucoup. Et toutes les erreurs de Russell Westbrook, on les multiplie x 10. Mais elles sont bien présentes, ces erreurs. Et quoi qu'il en soit, pour l'instant, il y a un souci avec les Lakers, il y a un souci avec Westbrook au sein des Lakers. Et il va falloir trouver une solution. Pour moi, la solution, ça va être qu'il sorte du banc. Mais peut-être que lui est pas prêt à accepter cette solution. Cette prédiction reste impopulaire à 53%. Hâte de voir ce que ça donne aussi et voir quelle solution ou quelle non-solution les Lakers trouveront pour essayer de régler ce problème qui, à mon avis, est au cœur des débats et des interrogations en ce moment. Allez, quittons les dramas désormais, c'est pas ce que je préfère, et j'aime pas trop la hate non plus, je trouve qu'on en fait beaucoup trop autour de Russell Westbrook, donc on va parler de sujets plus sympathiques, plus optimistes, et celui-ci concernera Desmond Bane, qui l'an dernier, en tant que sophomore, a littéralement explosé, et vraiment il fait partie des joueurs que j'ai préféré voir progresser pendant la saison dernière. Ja Morant lui a même dédié son trophée de MIP, car selon lui, son coéquipier méritait plus que lui, et ça déjà c'est parlant, ça montre à quel point Desmond Bane, il a réalisé des accomplissements, de vrais statements dans sa saison sophomore. Et aujourd'hui, alors qu'il entame sa troisième saison dans la ligue, on a un gars qui est attendu pour endosser un autre statut, en tout cas un statut encore plus figé, encore plus clair du côté des Grizzlies, celui d'option 2, celui de lieutenant, et ce encore plus avec la blessure de Jaren Jackson Jr. qui devrait manquer plusieurs semaines à Memphis. Donc ouais, le lieutenant de Morant, maintenant, ça doit être Desmond Bane, personne d'autre. Et je trouve qu'il en a des épaules qu'il a de plus en plus larges aussi, c'est un autre sujet, mais je trouve que musculairement, il s'est développé d'une façon complètement hallucinante. Mais bref, je m'éparpille, et là ce qu'on se dit, et c'est ce que j'évoquais dans ma vidéo de ce week-end aussi, c'est que les Grizzlies, a priori, ils ont de quoi, au moins sur le papier, faire une bonne saison, avec un coach comme Taylor Jenkins, qui arrive toujours à trouver des solutions malgré les absents, et un collectif et une alchimie déjà très 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 soudés. Donc ça, forcément, ça passera par une grosse cohésion, une grosse alchimie, un gros Morant bien sûr, mais aussi, je pense, un gros Desmond Bane. Alors si les Grizz nous refont une saison où ils font partie des top bilans de la ligue, et ils en sont capables, pourquoi ne pas imaginer les votants les récompenser, ces Grizzlies, en leur filant 2 All-Stars? Et s'il y a 2 All-Stars, pour moi, le deuxième après Morant, ça doit être Desmond Bane. Donc on sait que ça se fait, ça, récompenser un deuxième All-Star, pour choisir les remplaçants notamment, on va souvent regarder d'abord du côté des meilleurs bilans. Et Memphis peut en faire partie de ces bilans. Donc Bane pour moi, et là je vais pas mâcher mes mots, l'an dernier c'était peut-être le joueur des Grizzlies qui était le plus régulier sur toute la saison. Morant était bien meilleur, mais en termes de régularité, en termes de mec que tu savais ce qu'il allait apporter tous les soirs et qui serait constant, Desmond Bane il se plaçait bien haut. Et je me rappelle même au premier tour, avec un Morant qui a été en demi-teinte et à moitié blessé, pour moi Desmond Bane ça a peut-être juste été le meilleur joueur de son équipe tout court, vraiment sur ce premier tour avec Memphis. Là il a 24 ans, il est déjà mature, il vient de commencer sa saison 3, et la saison 3 c'est souvent celle de l'explosion chez pas mal de joueurs. Il va avoir des responsabilités qui sont accrues, je l'ai dit tout à l'heure, notamment avec la blessure de Jaren Jackson Jr. Il a désormais plus d'expérience dans la grande ligue, et donc on peut espérer que sa moyenne de 18 points par match augmente encore. Donc pour le moment là, c'est vrai que sur le début de la saison, il est encore très en délicatesse avec son shoot, et ça c'est compliqué, mais maintenant on sait comment ça marche, l'adresse, il n'y a pas de formule magique, même les shooters ont des moments off, et j'espère espérer, moi je vais pas faire une conclusion hâtive de ça en me mettant Desmond Bane, c'était une exception l'année dernière, et regardez comment il est maladroit cette année. Non, ça j'ose espérer que ça va vite se corriger, et à mon avis il n'y a pas de raison pour qu'il rectifie pas le tir, Desmond Bane. C'est un adroit naturel, un peu, c'est un mec qui a toujours mis des shoots depuis la fac, et il n'y a pas de raison que ça revienne pas, donc je m'en fais pas, même si pour le moment ça rentre pas, ça devrait vite revenir. C'est vrai que maintenant vous pouvez penser que cette opinion est impopulaire avec ce début de saison, et ça je comprends bien, mais moi je le vois clairement capable de tourner disons en 20-5-5, 20 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne, tout en défendant le plomb, parce qu'il faut pas oublier que Desmond Bane c'est aussi un très très bon défenseur. Alors je sais,
parler de Desmond Bane All-Star en 2023, ça peut faire bizarre d'imaginer ce nom-là, surtout qu'il y a plein d'autres gros noms qui sont en concurrence à l'Ouest, et c'est aussi pour ça que je pense que cette prédiction est impopulaire. Cependant, moi je reste persuadé, si les Grizzlies s'imposent encore comme une vraie force dominante dans leur conférence, s'ils font ça pendant 2 ans de suite, va falloir les récompenser avec 2 All-Stars, et si Bane il confirme son rôle de lieutenant de luxe, en tout cas s'il confirme les attentes qui sont placées en lui, je me dis que ouais, il y a un monde, d'autant plus avec les blessures qu'il pourrait y avoir au moment où on fera les sélections des All-Stars, il y en a tous les ans, Bane a peut-être une petite chance d'obtenir son premier All-Star en carrière en 2023. Elle sera minime, j'y crois genre à 15-20%, pas plus, mais je pense que 15-20% c'est suffisamment important pour que j'en parle aujourd'hui. Donc là voilà, ma nouvelle prédiction improbable, Desmond Bane sera All-Star en 2023. Du coup pour Desmond Bane, ça aussi c'est un vrai pronostic impopulaire, un vrai risque de toute façon, et donc je suis content parce que vous êtes 76% à penser que ça n'arrivera pas, mais ça veut dire que vous êtes aussi 24% à penser que ça peut arriver, donc c'est pas non plus complètement déconnant de l'imaginer All-Star. Bien sûr, moi aussi je vous comprends, et enfin si vous m'aviez demandé est-ce que Desmond Bane sera All-Star en 2023, moi si j'avais voté à votre place, évidemment j'aurais dit non, parce que il va falloir que ça rejoigne pas mal de trucs. Non seulement que Memphis confirme sa saison précédente, donc l'année dernière, je rappelle, ils ont eu le 2e meilleur bilan de la ligue. Là, il n'y a rien qui dit qu'ils vont faire aussi bien. Ou, pour moi, de toute façon, si Memphis n'est pas top 2, allez, top 3 au pire, Desmond Bane n'a aucune chance d'être All-Star. Il faudra aussi qu'il y ait sûrement quelques blessés dans la conférence Ouest, vu la concurrence qu'il y a sur les postes arrière, avec tous les gros noms qu'il y a. Donc tout ça demanderait un vrai alignement des planètes. N'empêche que moi, je reste persuadé, et vous êtes 24% à y croire, que si on a un bon alignement des planètes, que Memphis confirme, et ils ont les moyens aussi de confirmer sur le papier, ça je l'ai déjà essayé d'expliquer tout à l'heure dans mon développement, mais aussi dans la vidéo du week-end dernier, si Memphis confirme, et qu'ils doivent être récompensés parce qu'il faut une très bonne saison collective, tout ça, quand j'en parle on dirait que c'est facile, mais non, ça va vraiment demander beaucoup d'efforts, mais si Memphis y arrive, et qu'il faut, pour moi c'est vraiment la condition sine qua non, mais qu'il faut récompenser un 2e All-Star du côté Memphis, je vois pas qui ça peut être avec Desmond Bane tant que Jaren Jackson Jr. est blessé. Donc oui, si cet alignement des planètes se produit, ouais, je pense qu'il peut être All-Star. Maintenant, est-ce qu'il va l'être? J'y crois moyen, mais let's go. Une vraie opinion impopulaire, en tout cas, vu que vous êtes 76% à valider que ça n'arrivera pas. Pour cette prédiction numéro 4, cette prédiction impopulaire numéro 4, let's go faire un tour du côté de ce très cher Zion Williamson désormais. Ce mec ultra talentueux, ça on n'en doute pas, on n'en doute plus, mais qui en 3 saisons n'a joué que 85 rencontres sur 226 possibles. Oui, je me suis amusé à compter et oui, je l'ai marqué dans les notes. Donc ça montre qu'il a, ça je l'ai pas calculé, mais on va faire un petit calcul mental, ça veut dire qu'il a manqué 141 matchs et il en a joué 85. Ça fait pas beaucoup. Donc en carrière, de toute façon c'est simple, jamais il a joué plus de 61 rencontres sur une saison. Et pire encore, la saison passée, vous le savez tous, il a joué aucun match. Donc il est au cœur des polémiques, notamment, enfin son corps est au cœur des polémiques, sa forme physique, ses nombreuses blessures, tout le monde en parle, et tout ça fait que pour certains, c'est déjà un flop qui n'a aucune chance de faire carrière en NBA, même si pour moi c'est anticipé, mais certains imaginent que non, son physique peut pas supporter un basket avec autant d'intensité et autant de violence que les 82 matchs d'une saison NBA, et s'il continue, il passera juste tout son temps à l'infirmerie. Je rejoins pas forcément ça, mais je peux comprendre qu'on puisse le penser, et c'est vrai que ça pourrait arriver aussi, là-dessus je sais pas encore ce que ça va donner. Donc ouais, là, cette saison, Zion Williamson, il doit montrer qu'il est capable de rester sur le terrain sur le long terme sans se péter. Pour ça, on va imaginer que les Pelicans vont être très 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 précautionneux, et on peut imaginer aussi qu'à la moindre alerte physique, le staff n'hésitera absolument pas à le mettre sur le côté, peut-être pour de longs matchs, pour être sûr qu'il revienne en bonne santé. Là par exemple, dimanche soir, il a pris un sacré coup, il est mal retombé, donc il avait une espèce de concussion, une espèce d'hématome à la hanche et quelques douleurs au dos. Apparemment il n'y a rien de grave, on ne sait pas encore s'il va rater des matchs, a priori non quand même, mais ça peut déjà faire flipper, et moi j'ai déjà hâte de voir comment les Pels vont gérer ça, et ça nous apportera des indices pour cette prédiction impopulaire. Là, ce qui est sûr, c'est que avec son physique, avec sa capacité à dominer quand il rentre dans la peinture, Zion, ça peut être vraiment une cible, une victime de pas mal de grosses fautes, parce que des fois il n'y a juste pas d'autre moyen de l'arrêter tellement il est puissant, et ça va pas forcément dans le sens de la santé, et ça va pas forcément dans le sens de jouer beaucoup sur une saison. Voilà pourquoi je pense que l'imaginer ne serait-ce que jouer 65 matchs sur une saison,
D'ailleurs déjà ce serait son record en carrière, tout en étant aussi un chiffre qui représente 75% des matchs qu'il a joué jusque-là, mais ça reste plutôt impopulaire, parce que pour un mec lambda 65 matchs c'est pas énorme, pour un mec comme Zion, déjà ça fait beaucoup en fait. Et moi je serais pas surpris qu'il soit limité à 55-60 matchs, pas plus, et déjà c'est presque optimiste. Alors optimiste non, c'est un bien grand mot, mais on n'est même pas sûr que ça arrive. Et pourtant moi là dans cette prédiction, mais je pense que c'est possible qu'il les joue au moins ces 65 matchs, et peut-être même plus, qui sait. Là en fait moi j'en parlais dans une vidéo récente encore, on a un Zion qui a l'air déterminé à l'idée de revenir très fort, et son niveau en début de saison en tout cas le prouve qu'il est revenu très fort. On a un joueur qui est toujours lourd, hein, qui pèse toujours ses plus de 120 kilos, et ça c'est son physique, mais mine de rien, malgré tous ces kilos, malgré tout ce poids, il semble plutôt fit, en tout cas du haut du corps, moi je le trouve beaucoup plus fit que dans les images qu'on avait vues ces dernières années, et il donne l'impression de s'être bien préparé. Ouais vraiment, moi j'ai l'impression qu'il est en forme, il est fit, et son poids de forme est juste beaucoup plus élevé que la plupart des joueurs NBA quoi. Donc là de toute façon Zion il a plus le choix, et en plus de ça je trouve qu'il a une belle carotte, pour pas dire un beau steak, pour le motiver à rester en forme, parce que non seulement il va jouer dans une équipe des Pelicans qui avec lui va se montrer plus ambitieuse que jamais, et qui a de vrais moyens de les atteindre sans ses ambitions, mais en plus de ça il a signé une prolongation de contrat qui comporte tout un paquet de clauses financières qui pourra activer ou non en fonction du poids qu'il va afficher sur la balance. Et quand tu vois que dans ces clauses là il y a quand même plusieurs dizaines de millions à la clé, il y a de quoi faire un minimum d'efforts pour maintenir ton poids, et ça Zion je pense qu'il va être sensible à ça, et de toute façon il est suivi par je sais pas combien de diététiciens, je sais pas combien de préparateurs, il mange des crevettes à fond de ce que j'ai compris, et puis il adore ça, les bayous ou la Louisiane ça regorge de crevettes, donc apparemment il a le régime qu'il faut. Donc pour moi de toute façon son corps et sa santé ça va être la clé cette année, et c'est ce qui fera la différence entre une saison lambda, une saison normale pour lui, et une saison réussie. Plus il va jouer de matchs, et plus il se donnera les moyens de montrer son talent, et de fermer des bouches, et de montrer qu'il peut être un joueur qui reste en NBA sur le long terme, et clairement je me dis que il peut le faire. Je dis pas qu'il va le faire, mais je me dis qu'il peut le faire. Pour moi, quand on connaît le phénomène, 65 matchs, c'est ambitieux, c'est sûr, mais à la fois, ce sera aussi un minimum s'il veut faire taire les critiques. Avec le load management, avec les back-to-back, avec les petites blessures et avec le temps qu'on mettra pour le remettre sur le terrain, tout ça, ça va pas l'aider. Mais clairement, plutôt manquer 17 matchs, parce que s'il joue 65, ça veut dire qu'il en manque que 17, ça pourrait arriver très vite. Donc ouais, c'est pour ça, j'insiste, ça reste impopulaire en tout cas à mes yeux. Mais moi j'ai envie d'être optimiste, je le suis régulièrement de toute façon, je souhaite à personne qui se blesse et qui manque trop de matchs, et je me dis que ouais, même si cette prédiction est peut-être peu probable, mais il peut quand même les jouer ces 65 matchs. Les enjeux sont tellement importants pour lui et pour l'équipe, que moi j'ai tendance à y croire plutôt fort pour une unpopular opinion, genre en y mettant un bon 25% de réussite. Une chance sur 4 que ça arrive, les 65 matchs, et peut-être même 30. Allez, j'y mets entre 25 et 30%. Je me dis, ouais, Zion Williamson a une chance de jouer 65 matchs cette saison. Bon, et visiblement, concernant Zion Williamson, là, j'ai pas du tout tapé dans le mille, parce que vous êtes 79% à penser que oui, il va jouer 65 matchs. Bon, après, c'est ce que j'ai eu dans le chat et ça m'a amusé. Certains disaient c'est le côté fan de basket qui me fait répondre oui, mais si j'étais kiné je dirais non. Et vous me l'avez aussi tous confirmé, c'est vous voulez être optimiste et moi aussi je veux l'être pour Zion, parce qu'on a tous envie qu'il joue 65 matchs, et c'est plus le côté optimiste et le côté on a envie que ça se passe que le côté réaliste pour certains. En tout cas c'est ce que vous m'avez dit dans le chat. Et donc 65 matchs, pour moi c'est un bon over-under. Et la vraie question c'est est-ce qu'il doit jouer 65 matchs si on veut le voir arriver en forme en play-off, parce que cette année les Pels de toute façon ça doit viser les playoffs. Et pour moi c'est non, il y a quand même plus de chances qu'il joue moins de 65 matchs que ce qu'il joue plus de 65 matchs. J'ai envie de le voir jouer plus, mais est-ce que c'est une bonne chose pour lui et pour les Pels qu'il en joue plus? J'en sais rien. Comme je disais, il y a trop de facteurs. Bon, peut-être qu'il va avoir des restrictions de minutes qui vont le sauver, qui vont lui permettre de jouer plus de matchs. Mais le reste, le load management, les back-to-back, est-ce qu'il va tous les faire? Je suis pas sûr. Est-ce que quand il va tomber, parce qu'il va recevoir tout plein de coups, c'est un jeu physique, c'est un jeu à risque aussi, est-ce qu'il va avoir cette chance non plus? Il en a pas. Est-ce que son poids va faire... est-ce que ses articulations, vont supporter son poids? Pour moi, il y a trop d'inconnus. 17 matchs, tu les as vite manqués. Là, moi, ça veut dire 65 matchs qui joue 80% de la saison. Et pour un joueur comme Zion, après une saison blanche, ça me paraît énorme, jouer 80% de la saison. C'est pour ça que moi, je pense que c'est impopulaire. Pour vous, non. Pour vous, c'est presque acquis qu'il jouera ces 65 matchs. Mais bon, c'est peut-être quelque chose que vous espérez plus que ce que vous pensez que ça va se réaliser. Moi aussi, je l'espère. Donc on va rester là-dessus. Espérons tous que Zion va jouer 65 matchs cette saison. Là, on va parler d'un sujet, ou plutôt d'une franchise,
qui n'en finit plus de subir les moqueries des fans de toute la ligue depuis longtemps, les Sacramento Kings. Faut dire aussi que là on parle d'une équipe qui a pas fait les playoffs depuis 2006 et ça commence à bouillonner très très fort chez les fans de Sacramento. Et pourtant là je me dis que sans pourtant avoir fait de gros changements majeurs cet été, cette équipe peut décrocher peut-être une place dans le play-in, c'est-à-dire finir dans le top 10 de la conférence Ouest. Alors clairement, je le cache pas, ça va être dur, et c'est pour ça que c'est impopulaire, et j'en parlais récemment dans une vidéo sur la guerre de la conférence Ouest. A priori, je vois au moins 10 teams, allez 9, non mais si 10 qui leur seront supérieurs cette saison. Donc s'il y en a 10 qui sont supérieurs à Sacramento, il y a peu de chances de finir dans le top 10. Ça c'est des maths basiques de niveau école maternelle. Donc voilà pourquoi je pense que cette prédiction est impopulaire et peu probable. En plus de ça, là, leur début de saison, 0 victoire, 3 défaites, n'est absolument pas rassurant. Même si ils ont joué contre des teams plutôt bonnes, 0 victoire, 3 défaites, ça va pas du tout dans le sens de cette prédiction. Sauf que moi, si j'en parle, c'est que je reste persuadé qu'il y a au moins une petite chance que ça arrive. Et je me dis qu'à l'ouest, déjà, entre les Spurs, même s'ils me font mentir, le Jazz, même s'ils me font mentir, les Rockets et le Thunder, qui eux me font un petit peu moins mentir, on a quand même au moins 4 équipes qui tankent ou qui misent sur le développement des jeunes. Donc même si, comme je disais, on a le résultat de certaines équipes qui vont pas forcément dans ce sens jusque-là. Mais bon, c'est que le début de la saison, on va pas tirer non plus trop de conclusions hâtives tout de suite. Mais voir qu'il y a tant d'équipes qui, au moins sur le papier et au moins dans leurs ambitions, devraient tanker, ça devrait potentiellement offrir à Sacramento une place dans le top 11. Et là, déjà, si tu finis top 11, déjà, t'es pas loin du play-in. En parallèle, je me dis que parmi les favoris, chaque année, on a toujours une ou deux teams qui te choquent, et que ce soit à cause des blessures, pour d'autres raisons, il y a de grandes chances que ça arrive encore cette année, qu'il y a un favori, ou même sans parler d'un favori, une équipe que je mettais dans le top 10, qui n'arrive pas à atteindre les ambitions qui étaient fixées. Donc jusqu'à sortir du top 10, ça peut, pour certaines, il va falloir peut-être un très très gros choc, mais pourquoi pas? Parce que ensuite, moi je me dis que si derrière ces équipes du top 10, on a des Kings qui peuvent vraiment être en embuscade. Alors c'est vrai qu'après j'ai des limites, l'arrivée de Mike Brown au coaching pose question, c'est vrai aussi qu'il y a pas mal de doutes sur ce roster, et c'est vrai que jusque là ça ne gagne pas. Néanmoins, je trouve que l'an dernier, le front office a essayé de faire le taf avec ce qu'il avait. Je valide toujours pas l'arrivée de Mike Brown, donc ça on va pas en parler, mais le reste, je trouve qu'au niveau des joueurs, au moins, ils ont essayé de faire le taf. Et même si tout n'a pas fonctionné comme prévu en cours de saison dernière avec l'arrivée de Sabonis, j'ai l'impression que sur le papier, au moins, l'effectif est beaucoup plus équilibré, notamment en termes de rapport intérieur-extérieur, avec l'arrivée de Sabonis. L'année dernière, on avait surtout des arrières. Maintenant, on a quand même un De'Aaron Fox et un Domantas Sabonis, qui sont quand même assez complémentaires, qui jouent à des postes différents, et qui peuvent bien s'entendre, en tout cas avec l'alchimie. On peut ajouter à ça la draft de Keegan Murray, le recrutement de Kevin Huerter qui peut mettre des shoots, le développement attendu de Davion Mitchell et la breakout season qu'on attend tous de De'Aaron Fox. Alors pas vraiment une breakout season parce qu'il était bon il y a 2 ans, mais le voir revenir à haut niveau, certains l'imaginent potentiellement comme un futur All-Star, ça c'est peut-être anticipé, mais en tout cas il devra s'afficher en leader indiscutable, et mine de rien, même s'il va falloir que Mike Brown arrive à faire jouer tout ça ensemble, on a de réelles qualités dans ce roster. Donc maintenant clairement, j'affirme absolument pas que ça va fonctionner à coup sûr à Sacramento. Dire ça des Kings après tant d'années de galère, ce serait quand même carrément me tirer une balle dans le pied, mais néanmoins j'y crois quand même un petit peu, comme je disais, parce que pour moi ils peuvent être la 11e team de cette conférence Ouest, et déjà ils sont pas loin du play-in, et donc si j'y crois, j'y crois suffisamment pour évoquer cette franchise aujourd'hui, pour évoquer cette prédiction peu probable des Kings qui vont faire le play-in aujourd'hui, et voilà, les Kings en play-in, j'y mets un bon 20%, j'y mets 20%, ouais, et s'ils arrivent jusqu'en play-in, ensuite qui sait, ça pourrait peut-être débloquer pas mal de choses, et être le début d'une belle aventure pour cette équipe de Sacramento. On n'en est pas là, c'est clair, d'abord il va falloir le faire le play-in, ensuite il faudra en sortir, tout ça c'est pas chose aisée, et tout ça peut-être qu'on s'y attend peu, mais si ça arrive, ça peut être une belle histoire, et c'est tout ce qu'on souhaite aux pauvres fans de Sacramento que je plains, parce que 16 ans sans playoff c'est quand même assez long. Donc concernant Sacramento, finalement, est-ce que c'est moi qui vous ai convaincu avec mon laïus et de vous expliquer pourquoi? Parce que dans le chat, au début, je vous voyais super agressif, en mode désolé mais non, en mode mais les Kings qui finissent top 10, ça peut pas arriver. Dans le chat, je vous voyais quand même assez fataliste concernant les Kings, et au final, quand on a fait le vote, peut-être que c'est ceux qui pensaient que ça pouvait arriver qui n'ont pas trop parlé, ou alors c'est que je vous ai convaincu, et si c'est le cas, je suis fier. En tout cas, vous êtes 52% à penser que ça va arriver, les Kings en play-in. Donc du coup, cette opinion, elle est pas si impopulaire que ce que je pensais, parce que
plus de la moitié d'entre vous pensent que ça va arriver. Donc let's go. Peut-être que je me suis planté, peut-être que c'était quelque chose de prévisible. Moi je trouve pas, j'aurais eu tendance à voter non a priori, et le début de saison me laisse penser qu'il y a encore du taf à faire. Je le répète, mais même si je trouve que individuellement il y a de très bonnes pièces, le Mike Brown pour souder ce collectif et en faire quelque chose de bien, j'ai du mal à y croire. Mais je crois que je fais un vrai blocage avec Mike Brown. On verra ce que ça dit, hein, mais pour moi elle est là. Peut-être qu'avec un autre coach j'y aurais plus cru. Moi j'aurais plutôt voté non, mais voilà, 48% seulement de non. Ça montre que on fera le bilan à la fin pour voir à quel point, à quelle place elle se classe parmi mes unpopular opinions. Mais justement après Zion, encore une prédiction qui finalement n'est pas si improbable que ça. Alors que pourtant avec celle-là je pensais que j'étais pas loin de taper dans le mille, et le chat me le confirmait au début, comme quoi je peux me tromper par rapport à la vision que vous pouvez avoir par rapport à certaines équipes ou certains joueurs. Allez, je finis par la prédiction à laquelle je crois le moins en vrai, mais qui néanmoins pourrait potentiellement avoir lieu: les Nets en finale de conférence Est. Tout ça voudrait dire que cette team, qui a été au cœur de tout plein de dramas cet été, qui a vu Kyrie Irving puis Kevin Durant demander leur transfert, pourrait arriver jusqu'aux portes des finales NBA. Donc là, je vous vois certains, j'imagine, dans le chat, vous allez me demander ce que j'ai fumé, un peu comme tout à l'heure au début avec les Kings, qu'est-ce que j'ai foutu et qu'est-ce que j'imagine là, et vous savez aussi bien que moi que cette prédiction est impopulaire. À Brooklyn, on a un Steve Nash qui pose toujours autant de questions, qui soulève beaucoup de doutes. Il semble y avoir une rupture entre lui et certains joueurs. L'ambiance a l'air craignos, même si il y a quand même des flashs qui donnent l'impression que ça va un peu mieux. J'ai du mal à croire que profondément les choses ont vraiment changé. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'apparence, et quand on sait à quel point la cohésion et la camaraderie sont importantes pour aller loin en playoff, c'est chaud quand même d'imaginer Brooklyn aller en finale de conf, et ça je l'avoue. Ajoutons à ça que apparemment, et ça s'est vu sur les premiers matchs de la saison, il va falloir du temps à Ben Simmons pour redevenir le joueur qu'il était. On peut pas lui en vouloir, hein, et je dis pas qu'il ne reviendra pas, je dis qu'il va lui falloir du temps, et que l'équipe en plus de ça semble toujours manquer d'un protecteur de cercle de qualité. Et là on s'en rend compte, hein, malgré tout le talent qui est présent sur le papier, ça va être chaud pour ces Nets de finir dans le carré final. Quand on voit que dans la conférence on a des Bucks, des Celtics, des Sixers, même si c'est très dur pour eux, une équipe du 8 aussi, voire même des Hawks, des Cavs, des Raptors, des Bulls, je crois que j'oublie personne, en tout cas ça fait beaucoup de teams, mais ça va être compliqué de finir dans le top 2 de cette conférence pendant les playoffs. Enfin, je dis pas qu'ils finiront dans la saison, mais ça veut dire finir dans le top 2 au moment des playoffs et arriver jusqu'en finale de conf, et ça quel que soit le talent de ton effectif. En fait, t'as beau réunir les plus belles pièces de puzzle du monde, si t'as pas un coach qui est capable de les assembler correctement ensemble sur le terrain, et si elles-mêmes en plus ne font pas l'effort forcément de s'emboîter les unes aux autres, ton puzzle, tu le finiras pas, et j'ai bien peur que ça puisse arriver aux Nets. Voilà pourquoi, à mon sens, cette prédiction est impopulaire. Donc comment est-ce que je peux imaginer que ces Nets ne serait-ce, je sais pas, que 1% d'aller jusqu'en finale de conf? Eh bien tout simplement parce que Kyrie Irving et Kevin Durant font probablement partie des joueurs les plus skillés au monde à leur poste actuellement, et même s'ils sont imprévisibles, même si Kyrie notamment, et même s'il peut être irrégulier, on le sait, quand les playoffs arrivent, même si c'est pas vu l'année dernière, mais on va pas faire une généralité et une conclusion finale de ce qui s'est passé l'année dernière, l'un comme l'autre est capable de miracles en post-season, et l'un comme l'autre est capable de gagner un match à lui tout seul. Alors les deux, quand ils sont ensemble, je vous raconte même pas. Et puis c'est pas tout en fait. Parce que moi j'ai aussi un autre truc que je me dis, c'est que si jamais Steve Nash, qui pour moi est l'un des meilleurs clients pour se faire cut en début de saison ou en milieu de saison, en tout cas pour moi c'est une des cibles potentielles, même les plus possibles parmi les coachs qui pourraient sauter avant le All-Star Break. Et ça, si ça arrive, on le sait, quand on a des joueurs qui ont demandé la tête de leur coach, un peu comme Kevin Durant l'a fait cet été, à partir du moment où le vœu est exaucé, ces joueurs-là, ils ont tendance à se ressouder, à essayer de compenser le changement de coach, à essayer d'aider le nouveau, à se remotiver et à se serrer les coudes pour aller de l'avant et essayer de prouver qu'ils avaient raison de demander la tête du coach. Donc ça, j'imagine que ça pourrait arriver. Un début de saison super compliqué, où on se pose beaucoup de questions, où les Nets sont dans le viseur, un licenciement de Nash, disons, je sais pas, au mois de janvier, et une équipe qui peu à peu, après ce licenciement, arrive à se trouver, arrive à retrouver son niveau avec des individualités qui donnent tout, comme Kevin Durant et Kyrie Irving, qui montrent tout ce qu'ils peuvent faire, un Ben Simmons qui lui aussi va s'adapter et va apporter tout ce qu'il peut apporter dans tous les secteurs du terrain, et peut-être un run en playoff qui pourrait leur permettre d'atteindre ce fameux carré final. Maintenant, bien sûr, là je divague un peu, ça fait beaucoup de si avant qu'on en arrive là, il y a peut-être très peu de chances qu'on en arrive là, et je crois que si je devais prédire ça correctement, et que les Nets arrivaient vraiment en finale de conférence, je m'achèterais peut-être un badge Madame Irma. Non, là je me la pète un peu, mais c'est pour ça, effectivement, que cette prédiction elle est impopulaire. Je pense que j'y crois pas à plus de 10%, et c'est peut-être déjà énorme, mais voilà, 10%, je me dis, c'est quand même suffisant pour que je pense qu'il ne faille pas non plus totalement déjà fermer la porte à cette possibilité concernant les Brooklyn Nets. Bon, et là,
Quand on fait le bilan sur les Nets, ça me rassure, cette opinion, comme je disais, parmi les 6, je pense que c'était une de celles à laquelle je croyais le moins, et visiblement vous aussi, parce que vous êtes 71% à penser que ça n'arrivera pas. Et je vous comprends tellement, et en plus de ça, pour beaucoup, vous dites que Nash devrait rester jusqu'à la fin de la saison, et que si Nash reste jusqu'à la fin de la saison, les Nets n'ont aucune chance d'aller en finale de conf. Là-dessus, je vous rejoins, ça va dépendre de l'avenir de Nash. Je pense que moi, si les Nets galèrent trop, Nash va vite sauter, mais peut-être que si le front office a un certain ego et veut se rebeller un peu pour montrer que les joueurs n'ont pas le pouvoir, Nash pourrait rester, c'est quelque chose à voir. Mais vous êtes aussi d'accord pour dire qu'il y a 2 ans, KD, presque à lui tout seul, il est passé à un orteil de péter les Bucks. Il y a 2 ans, ce qui s'est passé, c'est pas si loin. Depuis, il y a peut-être beaucoup eu de drama, il y a peut-être des cicatrices qui se sont pas entièrement refermées. Ça aussi, ça va être une clé, je pense, pour voir si cette opinion et cette prédiction se réalisent ou non. À voir comment ces cicatrices peuvent se refermer et comment ces joueurs peuvent repasser à autre chose. J'y crois pas personnellement non plus, comme je le disais, j'y crois qu'à 10%, mais il y a quand même une équipe de professionnels, il y a quand même une équipe de joueurs talentueux et de joueurs qui peuvent faire pas mal de choses. Donc ouais, j'y crois pas, mais peut-être qu'ils peuvent arriver en finale de conf. Et si vous êtes quand même 29% à imaginer que les Nets vont aller en finale de conf, parce que là la question c'était pas est-ce que les Nets peuvent aller en finale de conf, c'était les Nets vont aller en finale de conf. Et vous êtes 29% à dire les Nets vont aller en finale de conf. Et moi ça me paraît déjà énorme que vous soyez 29% à penser ça. Bon, selon encore certains dans le chat, je vous ai convaincu avec mon argumentaire, tant mieux, et puis voilà, en tout cas ça montre que cette prédiction est impopulaire, et on va voir maintenant ce que ça donne un petit peu globalement pour faire le bilan total de mes 6 prédictions peu probables que je vous ai évoquées aujourd'hui. Épilogue. Alors si on fait le bilan de toutes ces unpopular opinions, celle à laquelle vous croyez le moins, vu que vous êtes seulement 24% à penser que ça va arriver, ça montre bien que c'est une prédiction impopulaire, c'est ça, Desmond Bane sera All-Star. Et c'est vrai qu'au vu de la concurrence, au vu de la lumière que prend déjà Ja Morant, il y a peu de chances que ça arrive, évidemment, et là-dessus on va pas se mentir. Maintenant, moi je vais pas refaire tout l'argumentaire, mais il y a quand même un monde où ça peut arriver à mon avis. Ce monde-là, comme je disais, il faut que Memphis finisse top 2, top 3 de sa conférence. Ils l'ont fait l'année dernière, ça va être dur de le refaire, mais ils peuvent le faire, et si ça arrive, et que les votants veulent récompenser un deuxième joueur des Grizzlies, ça peut être Bane. Donc pourquoi pas. Maintenant, enfin, ça doit être Bane s'ils doivent récompenser un deuxième joueur des Grizzlies. Maintenant, il va falloir trouver de la place. Et il faudra sûrement des blessures. Quand on voit qu'il y a du Doncic, qu'il y a du Booker, qu'il y a du Morant, qu'il y a du monde. Je vais même pas tous les faire. Il y a du Lillard, etc. qui a déjà été élu joueur de la semaine. Ça va être très dur à Bane de trouver une place. Mais let's go. Pourquoi pas. En tout cas, c'est celle à laquelle vous croyez le moins. La deuxième à laquelle vous croyez le moins, donc qui arrive en place numéro 5. On vient de la faire. Les Nets iront en finale de conf. Là-dessus, c'est pareil. Je viens d'en parler énormément. Je vais pas refaire tout le laïus. Mais vous y croyez peu, parce que vous y croyez déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais, mais vous êtes quand même 71% à penser que ça n'arrivera pas. Ça reste une prédiction impopulaire, mais pas impossible, vu que, encore une fois, vous êtes plus d'un quart à penser que ça peut arriver. Vient ensuite Killian Hayes. Killian Hayes, vous êtes 67% à penser qu'il fera pas ses preuves, c'est-à-dire à penser qu'il ne fera pas sa place en NBA cette saison, et qu'il n'arrivera pas à se trouver un shoot, et qu'il n'arrivera pas à devenir régulier, et que peu à peu il va chuter dans la rotation des Pistons. Donc voilà, ça aussi, ça reste une vraie prédiction impopulaire, mais pareil, ça montre aussi, je suis content dans le bilan, vu que vous êtes 33% à penser que ça peut arriver, c'est que c'est pas non plus quelque chose de totalement impossible, de totalement déconnant. À voir ce que ça dit, et je le répète encore, on va suivre sa saison avec beaucoup d'attention. Vient ensuite Russell Westbrook. Là, ça a été compliqué, vous êtes 53% à penser qu'il ne sortira pas du banc cette saison. 47% à penser que ça arrivera. J'ai l'impression que dans les 53% qui pensaient qu'il allait sortir du banc, beaucoup privilégiaient plutôt un trade, mais ça, pareil, je l'ai soulevé, ça avait beaucoup de pertinence dans le chat. L'important, c'est pas forcément qu'il commence ce match, c'est de voir s'il l'est fini ou non. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'a pas montré les qualités, l'investissement et le fit surtout avec les autres joueurs pour montrer qu'il peut les finir. Donc pourtant, moi, je tiens à le dire, Russell Westbrook, ça reste quand même un joueur all-time, un joueur qui a fait des saisons quand même exceptionnelles, qui a montré qu'il pouvait porter une équipe à lui seul, même s'il l'a pas fait depuis 2 ans maintenant, et à qui je souhaite vraiment une belle fin de carrière. J'aurais pas forcément envie qu'il se fasse cut, et je pense que l'idéal pour lui, ce serait d'aller ailleurs. Mais maintenant, on en a parlé, la difficulté de l'envoyer ailleurs pour les Lakers. Je pense que les Lakers déjà peuvent pas se séparer, enfin ça c'est sûr, ils peuvent pas se séparer d'un tour de draft avant 2027. Je vois pas une équipe, même si c'est un contrat expirant, capable de l'accueillir sans recevoir des assets et des pics en retour. Pour moi, ça fait un blocage. Donc effectivement, le trade, j'ai du mal à l'imaginer. Et même si je lui souhaite un trade dans une équipe où il serait plus utile et il pourrait plus s'épanouir, je pense que le meilleur avenir pour lui, hormis un trade, ce serait de sortir du banc. Mais ça, il a pas l'air d'en vouloir. Et ça va être une situation très compliquée à gérer du côté de Los Angeles.
viennent ensuite 2 opinions qui finalement, soit je vous ai convaincu, et ça vous me l'avez plusieurs fois dit dans le chat et ça me fait plaisir, je vous ai convaincu, mais auxquelles vous croyez plus. Et donc les Kings en play-in, pareil, je vais pas revenir dessus à fond, mais vous êtes 52% à y croire, donc c'est pas si impopulaire que ça, c'est presque du 50-50. Donc les Kings en play-in, c'est pas si déconnant, et vous les voyez bien arriver en play-in. Et vient ensuite celle qui est la moins impopulaire, parce que c'est celle qui a fait parler votre cœur d'optimiste et le mien aussi, ce sera Zion Williamson jouera 65 matchs. Je sais pas si ça va arriver, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il joue 65 matchs, peut-être qu'à mon avis les Pels feraient mieux d'être plus prudents, je pense qu'ils vont l'être plus prudents, mais vu qu'on a tous envie de le voir jouer plus de 65 matchs, vous êtes quand même seulement 21% à penser que ça n'arrivera pas, donc 79% à penser que ça arrivera, et donc c'est Zion qui remporte le trophée de l'opinion la moins populaire du jour, tandis que c'est Desmond Bane qui remporte le trophée de l'opinion la plus impopulaire du jour. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder cette saison pour voir si tout ça arrive ou non. Et on en reparlera en fin de saison, sûrement sur un live Twitch. Et tout ça, ça va être très cool. Voilà pour ce qui est de mes Unpopular Opinions, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors ça vous a plu, vous en pensez quoi vous? Est-ce qu'elles sont bien impopulaires? Est-ce que vous pensez qu'elles vont arriver ou pas? Ça m'arrangerait que non, ça montrerait bien que ce sont de vrais Unpopular Opinions. Mettez-moi en tout cas en commentaire celle à laquelle vous croyez le plus, mais aussi celle à laquelle vous croyez le moins. Ce sera bien d'avoir vos tendances à vous aussi pour les cumuler avec celles de la commu sur Twitch. Je vous rappelle aussi que si vous voulez faire un tour sur le sponsor du jour et parier avec le code le 6ème homme, c'est sur le site TheBet que ça se passe. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team de fous furieux qui me soutient depuis le début, y a plus qu'à, et vous savez quoi faire. Toutes les infos seront dans la description. À très vite.